T'as Gaza, t'as la Cisjordanie, puis t'as les Palestiniens qui sont là. Pour expliquer le contexte de Gaza, ça fait plus de 17 ans que Gaza est une prison à air ouvert. En Israël, pour avoir été, je veux dire, tu fais un pet, puis ils savent où est-ce que t'es. Genre, tu sais, leur CIA ou leur armée secrète, là, ils savent tout sur toi. La Palestine, wow, tu sais, c'est magnifique. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. On va se parler dans le blanc des yeux, dans le brun des lunettes, parce qu'il fait trop soleil ici. Excusez-moi. C'est possible. Le voyage que tu veux faire, le tour du monde que tu veux faire, le fait de quitter ta job, partir, explorer le monde, faire un PVT, un permis vacances-travail en Nouvelle-Zélande, en Australie, vivre ailleurs, travailler ailleurs, vivre une vie remplie de liberté, c'est possible. S'il y a des gens autour de toi qui disent que c'est pas possible, c'est qu'ils sont pas comme toi. Ils sont juste pas comme toi. Parle à du monde qui sont comme toi. J'ai voyagé beaucoup, puis maintenant, ce qui me fait triper, ma mission, c'est de transmettre tout ce que ça m'a appris, puis de te prendre par la main, puis de t'aider à réaliser la vie que tu veux, remplie d'aventures, de liberté. Fait que viens me rejoindre sur mon compte Instagram, la.ruas, R-U-A-S. J'offre des accompagnements voyage où on réalise ensemble tes objectifs de voyage parce que toi puis moi, ben on est pareil. Fait que j'ai vraiment hâte de connecter avec toi. Viens-t'en, je t'attends. Bienvenue au podcast Les Backpackeuses. Le podcast qui t'inspire à voyager. Ici, c'est Charlie Rousseau et moi-même et ma co-animatrice Pascal Rouas qui est là. Et pour les intimes, c'est Pascal Lou. Un podcast qui est une fois de plus présenté un épisode par notre partenaire Voyage Yulgo, qui est une agence de voyage, ma foi, pas piqué des verres, unique et moderne, qui t'accompagne, que ce soit ton premier voyage ou ton 1000e voyage, dans différentes façons de voyager. D'ailleurs, si tu veux te faire introduire dans le monde du voyage, c'est une bonne façon de le faire en organisant un voyage organisé avec Voyage Yulgo, des voyages de femmes, des voyages de plongée, des retraites. On vous invite à visiter le yulgotravel.com, qui est leur site internet, pour pouvoir profiter de codes rabais, parce que c'est écrit à l'écran, tu as 100 $ de rabais. Le prochain voyage que tu bookes avec eux directement sur leur site Internet, n'importe quel voyage. Et nos membres Patreon ont accès, eux, à un code de promo de 150 $ ou de 200 $ selon le niveau. Donc, on vous invite également à vous rendre dès maintenant sur notre compte Patreon pour profiter de ces fabuleux codes promo. Aujourd'hui, Oui, j'allais juste dire, parce que là, tu as dit, avec Yulgo, tu peux organiser ton voyage organisé, mais là, c'est eux qui organisent. C'est vrai. C'est ça. C'est Yulgo, on a bien compris, qui organise le voyage. Toi, tu n'as rien à faire. Tu t'embarques dans l'avion, tu fais gérer. C'est ça. Puis c'est sur le formulaire d'inscription sur le site web de yulgotravels.com que tu mets ton code rabais et c'est de cette façon-là que tu vas pouvoir avoir ton rabais. Fait que c'est Backpack 100 pour tous les auditeurs. Et les membres Patreon, ils ont plus encore. Yes. Aujourd'hui, on tenait à vous avertir, des fois on dit avis aux oreilles sensibles, ben en fait, on aborde un sujet qui était important pour nous également, et qui est d'actualité. Peut-être en avez-vous entendu parler dans un souper de famille ou bien vous vu passer sur les réseaux sociaux, parce qu'on en a beaucoup parlé, et c'est du conflit israélo-palestinien. En fait, c'est sûr que vous en avez entendu parler. Puis nous, comme j'ai dit, c'est important d'aborder le sujet, mais on ne veut pas nécessairement prendre position. On vous rappelle qu'on n'est pas une source d'information dans le sens où on n'est pas Radio-Canada. Donc, si jamais vous êtes à la recherche de plus d'informations, que vous voulez comprendre le conflit, qui est l'un des sujets d'actualité, comme j'ai dit, on vous invite à faire des recherches sur les internets de ce monde et à vous renseigner auprès d'autres sources d'infos. Mais nous, ce qu'on veut avoir aujourd'hui, c'est le témoignage, la vision de notre invité qu'on reçoit en studio et qui s'appelle Chloé. Bonjour Chloé. Salut. Bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui te tient à cœur, qui est très près de toi. C'est un sujet qui est important pour tout le monde, mais pour toi, je pense encore plus. Fait que merci d'être ici aujourd'hui pour nous partager en fait, le voyage que tu as fait en Palestine en 2023 avant le 7 octobre. Fait que tu étais là comme
pas si longtemps avant que le conflit escalade le 7 octobre. Puis aussi, ton père est d'origine palestinienne. Tu as de la famille là-bas. Ton copain est palestinien. Puis, donc, c'est ça. C'est quelque chose qui te touche. Et depuis... En fait, après ton voyage, ben, je pense que tu es resté impliqué là-dedans, puis c'est une de tes missions d'éduquer, de sensibiliser les gens, puis de transmettre ta vision, puis aussi de dire aux gens qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer, de quelle façon on peut aider. Fait que tu vas nous faire un partage assez... personnel aujourd'hui. Fait que merci d'être ici pour nous en parler. On trouve ça important d'en parler, d'offrir une tribune, au fond, pour parler de ce sujet-là, que c'est sensible. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se mouiller à en parler, mais nous, on trouvait ça important de le faire. Fait que merci de le faire avec nous. Bien, merci de me recevoir. Donc, est-ce que tu peux nous replonger dans le 7 octobre 2023? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là? Parce qu'on le sait que le conflit israélo-palestinien remonte à plus de 75 ans. Fait que c'est pas nouveau, c'est pas récent, mais depuis le 7 octobre 2023, comme ça a vraiment escaladé, est-ce que tu peux un peu nous remettre dans le bain? Bien, écoute, peut-être avant ça, j'aimerais dire que, tu sais, il y a beaucoup on parle beaucoup du 7 octobre, mais je pense déjà, il faudrait dire que, escalader, je pense que c'est un gros mot, ça a escaladé au niveau des violences faites par Israël aux Palestiniens. Mais pour les Palestiniens, comme tu as très bien nommé, ça fait plus de 75 ans, en fait 76 ans qu'on vit une occupation dans beaucoup de cas illégale qui a été reconnue illégale par les plus grands organismes mondiaux, dont l'ONU, dont l'Amnesty International, dont Oxfam, dont plein de différentes organisations qui travaillent pour les droits humains, qui reconnaissent l'apartheid, qui reconnaissent l'occupation illégale, qui reconnaissent beaucoup jusqu'à même la Cour internationale de justice, que dans les derniers mois, qui a reconnu qu'est-ce qui se passe là-bas comme un génocide. Donc, tu sais, on peut parler du 7 octobre clairement, puis on peut parler de qu'est-ce qui est arrivé. Mais je pense pour les Palestiniens, ça fait longtemps que c'est escaladé. Par exemple, juste donner un exemple vite de même, mais en 2015, à Gaza, on a tué plus de 25 000 personnes. Mais c'est comme si le nombre de vies tuées du côté palestinien, c'est jamais problématique au niveau mondial ou c'est jamais assez pour intervenir. Par contre, le nombre de vies qui est tué au niveau israélien, ça fait exploser... c'est plus mentionné, au fond. C'est ça. Comme un peu comme si on parle du 11 septembre, puis c'est pas pour... je veux dire, chaque année, on fait on se rappelle le 11 septembre, commémoration, etc. Mais on s'entend, il y a plus de 2 millions de personnes qui ont été tuées en Irak après le 11 septembre. Donc, c'est très particulier comment on reçoit cette information. Si on retourne au 7 octobre, pour moi, le 7 octobre, en fait, je veux dire, Netanyahou, il a déjà été en pouvoir, puis il était revenu en pouvoir en novembre. Fait que pour moi, qui était là juste avant, je suis partie 3 semaines. Et le premier ministre d'Israël, depuis qu'il était revenu en pouvoir, je veux dire, lui, c'est pas nouveau. Il a déjà été nommé par plusieurs organisations internationales comme quelqu'un qui serait catégorisé comme un criminel de guerre, qui avait des propos déjà très agressifs et violents envers les Palestiniens. Et depuis novembre, avant le 7 octobre, dans le fond, novembre... 2022, exact. Déjà, les tensions étaient vraiment plus fortes que jamais. Pas nécessairement dans Gaza, mais... Gaza, pour expliquer aussi le contexte. Moi, je fais plein de... Je dévie beaucoup, mais pour expliquer le contexte de Gaza, ça fait plus de 17 ans que Gaza est une prison à air ouverte qui est fermée complètement, qui a des murs, que les gens de Gaza, ils ont... pas accès nécessairement à de l'eau, pas accès à des médications, pas accès à de la nourriture. Donc, juste aussi pour expliquer ça. Puis bon, depuis novembre dernier, puis peut-être on retournera un peu parce que c'est un peu complexe, je pense, comprendre l'histoire du territoire. C'est les territoires, l'indépendance, c'est tellement de choses qui sont... Oui, c'est ça. Mais depuis novembre, il y avait beaucoup, beaucoup de tensions. Puis bon, je retournerai à expliquer, mais le 7 octobre... c'est complexe de dire qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là en tant que telle parce que bon, déjà, il y avait beaucoup de fausses informations. Puis, qu'est-ce que je rapporte aujourd'hui? C'est pas, malgré que souvent les gens ne veulent pas entendre ça, parce que
si on défait qu'est-ce qui est arrivé le 7 octobre, ça enlève la raison pourquoi on peut commettre ce génocide là aujourd'hui. La raison, on s'entend, parce qu'il n'y a aucune raison de commettre un génocide. Mais il y a beaucoup de rapports, et même quand je dis de rapports, dans ce qui est sorti même dans les nouvelles israéliennes, pour dire que le 7 octobre, c'était un peu bidon, le narratif qui était premièrement exprimé que le Hamas aurait tué plus de 1400 personnes. Au début, c'était le chiffre qui est sorti, qu'il y avait eu des enfants, des bébés qui avaient été arraché la tête, qu'il y avait des femmes qui avaient été violées. Vraiment, le premier narratif qui est sorti du 7 octobre était très, très grave. En fait, qu'est-ce qui est arrivé le 7 octobre? Puis, encore une fois, je ne détiens pas la vérité absolue, mais ça, c'est par des rapports qui sont sortis plus tard après. Ce qui serait arrivé, supposément, c'est que, bon, un mur aurait été descendu par le Hamas. Dans le fond, pour expliquer... Un mur de Gaza? Oui, un mur de Gaza, okay. pour que les gens y sortent. Puis pour expliquer les gens de Gaza, en fait, qui sont pris dans cette prison à air ouverte, ils ne sont pas nécessairement de Gaza. Les Palestiniens, leur histoire de déplacement, comme j'ai dit au début, dure de plus de 75 ans. Donc, quand ce mur est descendu, probablement c'était la première fois que plusieurs de ces personnes-là, ils pouvaient sortir de Gaza. Ils n'avaient pas sorti depuis plus de 17 ans. Pour sortir de Gaza ou rentrer, il faut un permis spécial, puis c'est presque impossible d'obtenir. Fait que ces gens-là, il y en a qui sont beaucoup retournés sur leur maison, sur leur terre, parce qu'ils n'ont plus accès à leur terre. Il y en a que, oui, ils ont commis des crimes. On ne le nie pas du côté palestinien. Évidemment, ça fait 17 ans que tu vis sous une oppression puis que tu n'as pas le droit de sortir, puis des fois, tu n'as pas le droit de manger. Clairement, à un moment donné. Puis que, comme j'ai dit en 2015, ils ont bombardé Gaza, où est-ce que tu as eu plus de 25 000 morts. Fait qu'à un moment donné, quand ton frère, ta soeur, tes enfants se sont fait massacrer, qui ont perdu une jambe, qui ont perdu un bras, etc., qui ne peuvent plus voir, sont devenus aveugles, comme name it, tout est là. Mm-hmm. C'est sûr qu'à un moment donné, ben, de la violence, ça ne sort pas de nulle part. Mm-hmm. Fait que oui, il y a eu des gens qui ont commis des agressions. Puis le Hamas, qui est un groupe à la base politique, qui a été très démonisé dans les dernières années comme un groupe terroriste. Après, on pourra venir regarder des fois c'est quoi le terrorisme, là, parce que je pense que dans les dernières années, on a beaucoup rendu le mot ou associé le mot terroriste avec les Arabes, là, que on s'entend que c'est vraiment pas tout le temps le cas. Puis le Hamas, il serait sorti faire leur but ultime, en fait, parce qu'il y a déjà eu dans le passé, dans des négociations avec Israël, il kidnappait, dans le fond, des soldats en échange pour des prisonniers. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des prisonniers administratifs palestiniens en prison partout en Palestine, et libanais, entre autres, là, parce que là, on s'entend aussi... en ce moment qu'on se parle, ils sont en train aussi de bombarder le Liban. Puis pendant longtemps, Israël ont essayé de prendre le sud du Liban comme leur territoire aussi. Donc, il y a beaucoup de prisonniers. Puis le plus jeune prisonnier en ce moment en Palestine a 5 ans. Moi, par exemple, mon conjoint était en prison quand il avait 13 ans. Puis en Israël, il y a une loi pour les Palestiniens que tu peux aller en prison comme prisonnier administratif sans aller devant 0 tribunal. Puis ils peuvent te mettre en prison comme prisonnier administratif pendant 3 ans. C'est leur maximum. C'est leur moyen de pression. C'est leur moyen de pression. Puis c'est contre tous les droits humains à l'international qui font ça. Parce qu'ils peuvent te prendre dans la rue puis te mettre en prison. C'est ça qui est arrivé à ton copain? Par exemple, oui. Ouais, okay. En fait, il avait 13 ans puis il avait commis un grave crime de suspendre un drapeau palestinien comme moyen de révolte. Est-ce qu'il vivait à Gaza? Non. OK. Il était en Cisjordanie, en fait. Puis, pour revenir au Hamas, le Hamas, c'était ça leur objectif premier. Là, c'est très vague. On n'a pas exactement l'information. Il y aurait des gens qui auraient été tués, effectivement. Par contre, il y a puis ça, c'est même dans les journaux d'Israël, même dans les rapports internationaux, ça a été prouvé que cette journée-là, la plupart des gens qui tuaient, c'était l'armée israélienne. Parce qu'ils ont un genre d'accord, que j'ai oublié le nom en ce moment, ça m'échappe, mais qu'ils ont le droit un peu de raser. Quand il y a une attaque contre eux, ils ont le droit genre de raser at large sans regarder où est-ce qu'ils tirent. Puis beaucoup des rapports qui sont sortis de cette journée-là, des kibbutz, qui sont comme les genres de villages israéliens. Beaucoup des maisons, les tirs, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé, les balles, etc. C'était du niveau armé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le Hamas, c'est un groupe
de résistance qui est dans Gaza, mais qui n'ont pas accès à des armes. Là. Ils n'ont pas... c'est des armes fait maison. C'est pas un groupe qui est hyper organisé. On s'entend, ils sont dans une prison à air ouverte depuis 17 ans. Là. C'est pas, ils n'ont pas accès à des tanks. Fait qu'est-ce qui a été retrouvé de cette journée-là? Puis encore une fois, c'est pas pour enlever l'hypothèse que la Hamas, ils ont peut-être tué des personnes, clairement. Puis le chiffre, by the way, de 1400 est descendu plusieurs fois. Puis maintenant, les chiffres officiels sont plus autour de 600. Puis, je veux dire, encore une fois, il y a même aussi un rapport qui est sorti par Israël pour dire qu'ils savaient depuis 1 an que ça allait se passer, cette descente de mur. Puis, de quelle façon ils s'y sont pris? On le sait-tu? Je ne sais pas exactement. Je n'ai pas ces détails-là, mais tu sais, c'est particulier parce que en Israël, pour avoir été, je veux dire, tu fais un pet puis ils savent où est-ce que t'es. Genre, tu sais, leur CIA ou leur armée secrète, là, ils savent tout sur toi. Tout. Puis après, je vais raconter c'est quoi comme Palestinienne du diaspora rentrer en Palestine et en Israël, c'est quelque chose. Mais, tu fais une petite affaire, ils savent. Puis pendant 6 heures de temps, l'armée était nulle part. Pas de police, pas d'armée. Ils voulaient que ça se passe. Parce que ça faisait longtemps qu'ils voulaient qu'ils rentrent dans Gaza. Pour l'utiliser ensuite comme raison. Excuse, ouais. Exactement. Puis, qu'est-ce que j'aimerais aussi dire comme Palestinienne qui vit en ce moment un génocide en dehors de la Palestine? Les gens qui sont morts cette journée-là, personne... Puis je pense pas qu'il y a aucun Palestinien qui viendrait dire « Oh my God, il méritait de mourir. » Personne veut la mort de personne dans la vie. Personne d'innocent mérite de mourir. Mais même personne ne coupable. Comme pour moi, la mort ou vouloir la mort de quelqu'un, c'est vraiment pas une solution. Puis je pense vraiment pas que c'est une solution. Je suis pas dans la tête du Hamas, là. Mais je pense pas que c'est leur but, leur moyen de pression. Parce que dans la religion musulmane, puis moi, je suis pas de religion musulmane, premièrement, juste aussi clarifier, il y a des chrétiens aussi. Tu sais, souvent, les gens, ils veulent peindre l'histoire comme musulman contre juif, là, que, je veux dire, Jésus, il vient de la Palestine, by the way. Fait que, tu sais, puis, bon, je suis pas religieuse, mais dans la religion musulmane, tuer, c'est vraiment pas comme quelque chose qui est recommandé. Puis, mais je pense à aucune religion. Fait que, tu sais, c'est pas... Puis souvent, les musulmans qui sont un peu plus... je sais qu'on aime les peindre dans l'Ouest, dans les pays de l'Ouest, comme des grands tueurs, là, mais c'est aucunement, en fait, tu sais. Puis mais ça, c'est les extrémistes, les terroristes, mais c'est pas les musulmans qui sont comme ça, tu sais, comme faut faire la même chose comme les extrémistes terroristes juifs. Oui, c'est ça, exact. Ou même nous-mêmes des extrémistes dans tout, mais c'est ça le problème avec les extrémistes. Faut pas les mêler avec... les associe. C'est ça. On met tout le monde dans le même panier. Là. Exactement. Puis en fait, tu sais, aussi side note, là, puis là, je fais plein de side notes, mais tu sais, mettons, on le voit beaucoup aux États-Unis, quand c'est un Blanc qui rentre dans une école, qui tue 300 personnes, bon, monsieur avec problème de santé mentale. Un Arabe rentre dans une école puis tue 300 personnes, terroriste. Fait aussi, il y a cette association de mots qui est très forte avec tout ce qui est arabe. Mais tu sais, encore une fois, on le voyait beaucoup avec l'Ukraine, le discours de l'Ukraine. Les Ukrainiens ont le droit de se défendre. Mais les Palestiniens, eux, ils n'ont pas le droit de se défendre. Tu sais, encore une fois, en 2015, là, tu sais, il y a des années qu'il y a des milliers de Palestiniens qui sont massacrés depuis 75 ans. C'est pas la première fois qu'on vit ça. Mais une journée, on va, puis on tue 600 personnes. Même si c'est nous qui a tué, puis même si c'est 1400, là. Encore une fois, aucune de ces personnes-là mérite de mourir. Mais même ces 1400. Pourquoi ces vies-là? Pourquoi le 7 octobre, c'est la journée la plus importante? Puis toutes les autres journées là, autour du 7 octobre ne sont pas même nommées. Ça, c'est ça qui est vraiment difficile, le narratif autour de ça. C'est peut-être ça. Souvent, quand c'est comme sensationnaliste, c'est de ça qu'on veut plus parler, puis on a l'impression que ça prend plus d'importance, mais c'est parce qu'il y a le côté comme spectacle, là, sensationnalisme à ça, mais mais ça pourquoi le côté le génocide, lui, il n'est pas censé... Tu sais, je veux dire, on le voit tous les jours sur les médias sociaux, là, le génocide, il est live devant... En fait, en ce moment, les gens, ils pensent que c'est la première fois qu'il y a un génocide autant live à la télé qu'on peut voir. Puis pourtant, rien, tu sais, rien change. Puis la dernière chose, j'aimerais aussi nommer
le 7 octobre, qu'est-ce qui était aussi particulier, puis ça montre comment c'est dérangeant, en fait, c'est qu'il y avait un festival de musique de genre électro, style genre paix, machin, juste à côté du mur de Gaza. Puis il y a beaucoup de gens du festival qui ont été kidnappés et je pense qu'il y a des gens qui ont été tués de ce festival. Mais pour moi, ça montre la réalité. Puis là, tu sais, on va pouvoir peut-être rentrer un peu dans l'histoire, mais l'endoctrination israélienne que les gens y vivent quand tu grandis en Israël. Tu es dans un festival de musique à côté d'une prison à air ouverte, encore une fois. C'est comme une inconscience. Oui, ces gens-là, ils ne méritent pas de mourir, là, c'est pas ça que je dis. Ouais. Mais ça montre comment, tu sais, l'occupation puis l'apartheid est tellement grand, puis l'endoctrination est tellement grande que ça empêche même aux gens de voir que tu es en train de faire le party à côté. Avec un vibe peace and love. Un peu comme ça, on en allait, ben, c'est pas comparable, mais à côté d'une prison, tu sais, c'est quoi le rapport d'autres endroits, là? C'est ça, exact, ouais. Mais ils vont directement là, mais ça n'a pas rapport. C'est ça. Ouais. OK, ben merci de nous avoir comme remis en contexte pour le 7 octobre. Est-ce que tu veux nous parler de toi quand tu as fait ton voyage là-bas? Premièrement, ça a dû te faire un choc immense parce que tu étais là quelques mois avant. En fait, tu étais là 3 semaines avant. 3 semaines. Avant le 7 octobre, oui. Puis, si tu venais juste d'être en contact avec ce territoire-là, cette culture-là, tu t'es fait, c'est sûr que tu as fait des belles rencontres là-bas. Tu as aussi connu ton copain à ce moment-là. Fait que ça a dû être un choc. Je sais pas si tu vas en parler, là, mais... Oui, ben en fait, c'est bizarre à expliquer parce que c'est un choc puis pas choc parce que, tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses qui se passent là-bas qu'on n'entend pas parler, qui fait que pour nous, les Palestiniens, souvent, c'est comme juste une autre journée. C'est sûr qu'il y avait le choc un peu, puis je dirais pour la part des Palestiniens, c'était comme, oh my God, c'était quasiment... c'est bizarre à dire, là, encore une fois, je veux vraiment pas glorifier rien de ce qui est arrivé le 7 octobre, mais c'est sûr, il y avait une partie, c'était comme, enfin, on se défend. Comme enfin, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Parce que, comme je dis, en 2015, 25 000 personnes ont été massacrées. 25 000, là. Tu sais, c'est pas 100, c'est pas même pas proche de 1400. Même si c'était juste une. Puis même si c'était juste une. C'est tout le temps une de trop, là. Exact. On attend toujours qu'il y ait des chiffres phénoménals. 25 000, 40 000, 1 million, mais même si c'était 2. Oui. Puis c'est ça. Puis c'était comme, enfin, c'était comme il y avait une première partie, nous, quand... Tu sais, c'était très chaotique, là, le 7 octobre, tu sais, l'information, on ne savait pas ce qui se passait, tout ça. Mais il y avait comme une partie, c'était comme, enfin, on est en train de se battre pour nos droits. Genre, enfin, le revers de la médaille. Enfin, il y a quelque chose qui se passe de notre côté, tu sais, les Palestiniens qui se révoltent. Comme, tu sais, puis ça, c'était avant, c'est sûr, de savoir le nombre de morts, de tout ça. Mais il y a une partie, c'était comme, wow. On fait quelque chose pour se défendre. Mais c'est sûr que, bon, après, c'est à quel prix? Mais en même temps, je veux dire, à quel prix? Je veux dire, nous, on paye le prix depuis 76 ans, comme... Ouais, c'est tough. Puis, tu sais, j'aimerais juste, pour les auditeurs qui connaissent pas le territoire, super rapidement, là, expliquer que après l'Holocauste, là, qu'est-ce qui est arrivé? Dans ce temps-là, les pays n'étaient pas encore dans le système... c'est nouveau quand même le concept d'être indépendant comme pays, là. C'était souvent des territoires qui appartenaient à l'Angleterre ou à la France ou, bon, tous les pays colonisateurs qu'on connaît très bien. Puis, la Palestine appartenait à l'Angleterre. Puis, la Palestine, il y a eu le mouvement de zionisme, qui est le mouvement de la terre promise des Juifs, dans le fond. Puis, pour juste expliquer dans la religion juive, pour que leur Messie vienne, il faut qu'ils reconstruisent leur temple. Leur temple qui aurait été détruit durant le temps de Jésus. Puis là, je suis vraiment pas une pro de la religion, mais... On va pas... T'es quand même déjà une pro, là. On va pas te demander les dates. Puis il y a beaucoup de débats de où est-ce que leur temple y serait, OK? Puis dans le mouvement zioniste, c'était le mouvement qu'on allait retourner les Juifs vers la terre promise. C'est un mouvement qui a commencé dans les années 1880-1890 avec Herzl, qui est le père du zionisme moderne. Puis... juste vous dire qu'il y avait plein de territoires possibles, dont, si je me rappelle bien, l'Éthiopie, l'Argentine et la Palestine. Fait qu'il y avait plusieurs... Argentine qui est complètement pas à la même place. Exact. Fait qu'il y avait différents débats sur où est-ce que cette terre promise-là était. OK? Puis en 48, puis là, c'est sûr qu'il y a plein de détails de tout ça, mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait déjà eu des migrations de Juifs vers la Palestine. Puis pour expliquer le territoire de la Palestine, avant 48, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a toujours eu des Juifs,
des musulmans et des chrétiens, bon, puis plein d'autres, des peuples genre un peu comme les Druzes, des peuples qui sont plus autochtones à la terre, là, plus des peuples nomades, les Bédouins, donc plusieurs types de peuples comme ça. Mais je veux dire, il y a tout le temps eu les religions qui étaient là, les trois. OK? C'était pas, je veux dire, moi, mon grand-père, il y avait des voisins juifs. C'était pas un problème en tant que tel. Bon, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu déjà des migrations un peu. Encore une fois, c'était pas aucunement problématique. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des migrations en masse parce que les Juifs sortaient de l'Holocauste. Puis, avec l'ONU, l'Angleterre, ils ont fait des accords. Puis, ils ont éventuellement accordé l'État d'Israël. Puis, ils ont fait une division. Puis, à ce moment-là, il y avait la division où est-ce que tu avais Gaza, tu avais la partie qui était Israël, puis tu avais la partie qui était la Cisjordanie. La Cisjordanie qu'on connaît, où est-ce que toutes les villes que tout le monde, monsieur, madame, tout le monde doit connaître, Bethléem, Jéricho, les grandes villes où est-ce que Jésus est né, Jérusalem. Qui est la Palestine maintenant? Aujourd'hui, la Palestine est considérée comme Gaza et la Cisjordanie, qui sont deux territoires séparés, puis au milieu, tu as Israël. OK? Bon, là, il y a plein de détails, puis de guerres, puis d'affaires qui est arrivé, mais je vous dis, depuis 76 ans à peu près, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que selon l'accord de l'ONU, ce territoire-là, il a juste continué à rétrécir, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a des murs qui se fassent bâtir, jusqu'à un moment donné, les occupants illégaux, qu'en anglais on appelle les settlers, qui sont souvent des Juifs très radicaux, à qui on donne des terres là-bas, en terre palestinienne, contre tous les accords faits avec l'ONU. On leur donne accès à tout. Puis maintenant, ils ont aussi accès à des fusils, etc. Puis ils se permettent de tuer des Palestiniens. Puis il n'y a aucune conséquence. Là. C'est pas... Vous pouvez tout aller rechercher. C'est pas quelque chose que j'invente ou que j'exagère. Là. C'est vraiment aussi pire que ça. Puis ça, c'est en Cisjordanie. OK? Puis il y a Gaza, à l'ouest. Puis la partie, c'est un peu complexe parce que la partie qui est restée à l'intérieur, il y a des Palestiniens aussi qui sont restés dans cette partie. Dans Israël. Dans Israël, exactement. Puis ma famille, exemple, eux, ils restent. Il y a une partie qui est dans Israël. Puis éventuellement, ils leur ont donné le passeport israélien. Mais juste vous dire, c'est clairement indiqué que c'est des Arabes. Donc, s'ils se font arrêter, exemple, j'ai un cousin qui a été, ça c'est dans Israël, que techniquement, ils ont les mêmes droits. Pour bien expliquer peut-être la partie en Israël, là, c'est un peu comme les Arabes ou les Palestiniens en Israël, c'est un peu comme probablement les Autochtones ici. OK. Il y a là comme la discrimination. Ouais, c'est ça. Comme les Noirs aux États-Unis, que facilement ils peuvent se faire tirer. Bon, c'est un peu comme ça. Donc, exemple, j'ai un cousin à un moment donné qui a été arrêté parce que peut-être il faisait de la vitesse, puis ils l'ont mis en prison 1 mois. Exemple. Puis il faisait rien de très grave, qu'ici, mettons, il y aurait un ticket. Ouais. Fait que ils n'ont pas les mêmes droits, mais ils ont les mêmes droits d'une certaine façon. Puis c'est souvent un exemple qui est donné parce que c'est comme, oui, mais si on ouvrait les murs de Gaza puis Cisjordanie, ça serait un désastre. Mais en même temps, il y a des Palestiniens en Israël, puis c'est pas un désastre. Je veux dire, oui, il y a des petites affaires qui se passent, mais en général, les gens... Parce que quand les gens ils ont des droits dans la vie, ben, they have something, ils ont quelque chose à aspirer à, ils ont quelque chose à vouloir, ils ont des objectifs de vie, tu sais. Quand t'as pas le droit, ben t'as plus rien à perdre, tu sais. Puis, fait que t'as Gaza, t'as la Cisjordanie, puis t'as les Palestiniens qui sont là. Fait que, en gros, c'est un peu la situation géopolitique. Puis plus ça va, plus le territoire de la Cisjordanie réduit. Puis, la dernière chose que je dirais par rapport à ça, c'est que souvent, les gens disent Hamas, oui, mais Hamas. Mais en Cisjordanie, il n'y a pas Hamas. Hamas, c'est le... C'est le groupe politique de Gaza. C'est ça, okay. Ben, qui sont vus comme des terroristes. Après, bon, on pourrait débattre ça pendant des heures, mais moi, je préfère pas utiliser ce mot-là parce que je trouve que c'est très surutilisé pour des Arabes. Puis c'est quoi, des terroristes? Je veux dire, il y a beaucoup de tu sais, je veux dire, comme les États-Unis ont commis tellement de crimes de guerre. Mais personne ne va oser dire le mot terroriste pour eux, mais bon, c'est ce que c'est. Fait que Gaza, puis en Cisjordanie, t'as pas le Hamas. Puis je veux dire, depuis le 7 octobre, puis avant le 7 octobre, le nombre de meurtres et de massacres qui se passent en Cisjordanie, et c'est désastreux aussi. Là. C'est des milliers dans les dernières années, il peut y avoir des fois t'as des années que t'as 1000 personnes, t'as des années que t'as 400, puis t'as des années que t'as, je sais pas, 3000, tu sais. Puis t'as des années... Puis c'est des enfants, des fois. C'est des enfants qui sont tirés dans la rue. C'est des enfants... Tu sais, c'est vraiment... dégueulasse. Puis ça fait 76 ans. Là. Puis personne ne veut s'en mêler jamais depuis. Personne ne veut s'en mêler parce que
il y a une... Tu sais, puis ça, c'est mon analyse, encore une fois, c'est mon expérience personnelle, mais les gens, ils se sentent tellement coupables de l'Holocauste. Puis l'Holocauste, c'est quelque chose de terrible qui est arrivé. Mais il y a tellement une culpabilité autour de ça qui est instrumentalisée, d'ailleurs, par le gouvernement israélien constamment. Dans tous les cas qui est instrumentalisé. Les traumas des gens sont instrumentalisés pour pouvoir, justement, faire les crimes qu'ils font aujourd'hui. Fait que juste pour expliquer, il y a ça. Puis si moi, je parle de mon expérience personnelle, de mon voyage, quand je suis partie là-bas, ben en fait, c'était ma deuxième fois que Tu étais allée avant? J'étais allée en 2013 la première fois. Parce que, faut dire aussi, les Palestiniens du diaspora, on n'a pas le droit de retourner. C'est pas comme... Tu sais, si tu nais juif dans n'importe quel pays, même si tu n'as aucun papier en lien avec Israël, tu as le droit d'avoir, ça s'appelle le droit du retour, puis tu as le droit d'avoir ton passeport israélien, même si tu n'as jamais habité là-bas. Puis eux, quand ils parlent du droit de retour, c'est depuis 2000 ans. Mais moi, ma famille qui est partie en 1948, on ne va jamais avoir des papiers. D'ailleurs, on a des maisons là-bas qui ne nous appartiennent plus, qui appartiennent aux Juifs. Ils sont où maintenant? Tu as dit qu'ils sont partis? Ils sont partis au Liban d'abord, puis après, ils ont immigré au Canada. Donc, c'est tes arrière-grands-parents ou c'est... Mes grands-parents. OK. Oui, du côté de mon père. Puis, la première fois que je suis rentrée là-bas, ben, mon nom de famille est palestinien d'abord. Puis ça, ils savent. Tu sais, ils ont des... fait qu'ils te fouillent. Tu as été fouillé? La première fois, ouais. En 2013. En 2013, la première fois. Puis t'es fouillé pendant des heures. T'es fouillé... tout est regardé dans ton sac à dos, là. Tu sais, j'avais rien, là. Mais mettons, ils vont décortiquer, ils vont ouvrir chaque vêtement. Ils vont tout te pitcher. Tu sais, c'est vraiment des techniques c'est ça, de peur, ils font vraiment d'intimidation parce qu'ils veulent leur but, c'est que tu ne reviennes pas. T'sais. Mais pour comprendre, la première fois, tu y allais à des fins juste de voir d'où tu venais, de tes racines. Oui. Puis la seconde? Bien, la seconde, j'allais... en fait, j'étais en année sabbatique du travail, puis je voulais faire un travail de trauma. J'avais rencontré des gens qui faisaient du travail de trauma en Cisjordanie. Puis moi, mon background était en psychologie, puis je voulais pouvoir aller faire ce genre de travail-là. Mais je te dirais que depuis que je suis enfant, j'ai tout le temps été très militante. J'ai tout le temps, tu sais, les droits des gens, les droits humains, ça a tout le temps été comme un dossier qui m'importait. Le trauma, ça a tout le temps été un peu des trucs qui étaient dans ma vie. Puis ça a tout le temps été mon rêve, dans le fond, de retourner. Tu sais, veux pas, quand tu as une rupture de la terre, de où est-ce que tu viens, tu veux reconnecter avec cette terre-là, même si tu n'as jamais été, c'est comme plus fort que toi. C'est en toi. Là. C'est en toi, c'est les histoires de ta famille, c'est l'histoire. Fait que c'est comme s'il te manque tout le temps quelque chose au niveau identitaire, tu sais. Puis pour moi, on avait retrouvé notre famille qui venait de là-bas parce qu'en 48, tu sais, c'était pas comme maintenant avec Facebook, genre, hey, je suis bien rendue. Tu sais, tout le monde a comme, tu sais, parti en bateau. Il y en a qui sont morts, il y en a qui ont été tués. Il y en a, tu sais, en 48, quand la Terre, c'était pas une petite transaction simple. Vous pouvez imaginer, c'est ça. Vous pouvez imaginer comme les Autochtones ici, puis on va pas rentrer là-dedans, mais tu sais, quand les gens sont venus ici, c'était pas comme « Ah, ça me dérange qu'on prenne cette petite terre-là. » Tu sais, c'était quand même assez brutal. Puis beaucoup de gens sont partis en bateau. Il y en a qui ont été massacrés. Il y en a fait qu'il y a eu beaucoup de familles qui ont été dispersées comme ma famille. Puis ça a pris longtemps, tu sais, je veux dire, qu'on retrouve tous les membres de famille. Parce qu'il y en a qui sont restés en Palestine, il y en a qui ont fini au Liban, il y en a qui étaient en Égypte, il y en a qui étaient en Angleterre, en Australie. Tu sais, on a vraiment de la famille partout dans le monde. Puis bon, dans le temps, c'est ça, il n'y avait pas Facebook ou Instagram pour dire comme « Hey, t'es où? » Fait que voilà. Et donc, moi, j'avais tout le temps cette grande envie d'y aller. Puis en 2013, je suis allée avec une de mes cousines. Puis c'était vraiment magique, en fait. Puis... tu sais, je vous raconte, tu sais, il y a tellement d'histoires qui sont passées, mais je pourrais vous raconter comme une histoire, tu sais, on avait trouvé une ancienne carte géographique de la Palestine, parce que mon père m'avait demandé de rapporter ça, puis c'était... Les Palestiniens, ils ont très peur, même dans le territoire d'Israël, parce qu'ils ont tout le temps peur que la police vienne les chercher, ils ont tout, tu sais... Puis trouver cette carte-là, là, c'était comme une mission. Là. J'étais dans les souks de Jérusalem, qui sont les vieux marchés de Jérusalem. Puis là, j'étais là, puis je demandais en arabe à une telle. Puis personne, non, on n'a pas ça. Puis finalement, il y a un monsieur qui nous amène dans son backstore. Puis, c'était comme toute une histoire. Finalement, on trouve cette carte-là. Puis finalement, on passe dans Jérusalem, t'as le mur des Lamentations. Puis c'est comme au milieu du centre-ville de la vieille ville de Jérusalem. Fait qu'on passait par là pour retourner au stationnement pour la voiture.
Puis, tu sais, ça faisait 2 fois dans la journée qu'on passait là, puis j'avais la map dans mon sac. Tu sais, il se passait rien dans ma vie, là. Puis, à un moment donné, il y a comme un monsieur qui m'a arrêté à la sécurité. Il dit, c'est quoi ça? Puis, il a ouvert la carte géographique, puis il a dit, c'est quoi qui est écrit? Puis, c'était écrit en arabe. Mais, tu sais, il me criait après, là. C'était pas genre... C'était un monsieur d'armée, là. C'était pas gentil, là. Puis là, finalement, il fait venir quelqu'un qui lit l'arabe, qui lit, tu sais, en arabe, le mot Palestine. Puis là, il me crache dessus, genre... Mais vraiment, là, tu sais, j'ai reçu son crachat dans la face. Puis il dit, c'est de la propagande. Puis là, je dis, ben, tu sais, je vais pas comme négocier avec lui, là. Tu sais, c'est une carte de 1936, là. Je suis comme... ramène ici, tu t'allais pas... Ouais, puis je suis comme, qu'est-ce que ça s'appelait avant, tu sais? Parce qu'ils veulent pas, eux, utiliser le mot Palestine. Puis là, il dit, c'est des mensonges. Mais tu sais, il me crie. C'est quoi le mot qu'ils veulent juste... Ben, c'est comme si c'est pas arrivé, genre, ça existait pas. C'est tout le temps été Israël, tu sais. Mais ça, c'est une endoctrination que depuis un très jeune âge, les gens sont, tu sais, ils grandissent là-dedans. C'est beaucoup, tu sais, à l'école, ils n'ont pas le droit d'utiliser le mot Palestine. Tu sais, il y a beaucoup d'endoctrination. Dans le fond, tu sais, c'est comme un secret caché. Les gens, ils veulent pas savoir, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, comme, moi, dans ma tête, j'étais whatever, là, je veux juste ma carte, que ça a pris des heures de la trouver. Fait que je l'ai comme pris de ses mains, puis j'ai quitté, tu sais, la scène. Puis, tu sais, un peu genre agressivement. Mais, tu sais, dans ma tête, puis ça, c'est intéressant là-bas, parce que c'est comme, tu sais, mon petit passeport canadien, là, tu sais, il va rien m'arriver, tu sais. Puis, finalement, il m'est rien arrivé. Mais le lendemain, il y a un monsieur de santé mentale qui est rentré, le même spot, là, je l'ai su par ma cousine qui habite dans le coin, qui est rentré au même spot, puis il a crié genre des bêtises au gars. Il a été tiré au gars de l'armée, là, au soldat, ouais. Okay. Il a été tiré 11 fois. 11 fois. Le soldat? Ou non, le monsieur? Le monsieur de santé mentale. Okay. Puis le monsieur de santé mentale, finalement... Qu'est-ce que tu veux dire de santé mentale? Ben, il y avait probablement un problème de santé mentale. Là, genre, il criait des bêtises. Comme, tu sais, il était un peu instable. Il était un peu dérangé. Il était un peu instable, mais... Je dis ça parce que, tu sais, moi, à ce moment-là, j'étais peut-être un peu instable aussi. Tu sais, j'ai comme fait comme, hey, donne-moi ma map, non. Tu sais, j'ai riposté, là. Okay. Puis lui, ce monsieur-là, il s'est fait tirer 11 fois. Mais moi, je suis ben, contente, mais je veux dire, je suis surprise qu'il t'ait pas poursuivi, tu sais, que t'aies pris... Ouais, ben il a comme continué à marcher après moi, puis je pense qu'après, il a fait juste comme, oh, whatever. Mais, tu sais, en fait, ça montre le... Tu sais, peut-être ce soldat-là, il était un peu plus gentil, tu sais, je sais pas, là. Ouais. Mais, tu sais, ça montre... Tu sais, je veux dire, souvent, les soldats... Ben, l'armée obligatoire en Israël, c'est à 17 ans que tu dois joindre l'armée. Fait que, tu sais, souvent, c'est comme beaucoup de prises de pouvoir. Tu sais, ils disent tout. Tu sais, c'est une philosophie, là, tout le monde est contre toi, non, tout le monde va venir te. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'es tout le temps dans la peur, là. Fait que, tu sais, oui, t'as un fusil, puis à un moment donné, ben, tu l'utilises, tu sais. Puis ce monsieur-là, il méritait clairement pas de mourir. Puis, en fait, qu'est-ce qui est très ironique dans l'histoire, c'est que c'était un juif. Puis on cru qu'il était arabe. Parce que les Juifs qui étaient là avant 48, il faut dire, dans le monde arabe, il y a beaucoup de Juifs. Puis il y a tout le temps eu des Juifs dans le monde arabe. Il y a des Juifs irakiens, des Juifs libanais, il y a des Juifs syriens, il y a des... Fait qu'il y a beaucoup de Juifs. Je veux dire, Juifs, c'est une religion, là. Les Juifs, ils peuvent avoir l'air autant arabes que quelqu'un qui a l'air vraiment arabe, là. Tu sais, il y a pas... Fait que des fois, c'est très particulier. Tu sais, tu vas être en Israël, puis il y a quelqu'un qui peut avoir l'air... Tu sais, tu peux même pas savoir si la personne est plus palestinienne ou israélienne. Tu sais, ça peut être vraiment... en tout cas. Fait que bref, pour mon voyage là-bas, ça c'était en 2013, mais comme Palestinien qui voyage du diaspora là-bas, tu vis plein de... Qu'est-ce que ça signifie, du diaspora? Du diaspora, c'est les Palestiniens qui sont ressortis, ou c'est les ressortissants. Quelqu'un du diaspora, ça peut être genre un Libanais du diaspora, quelqu'un qui est en dehors, dans le fond, de son pays. Puis dans mais tes origines sont tout de même. Ses origines sont, ouais. Fait que quand tu voyages là-bas, c'est particulier parce que, tu sais, je veux dire, tu peux facilement plus être canadienne, dans le fond. Tu sais, facilement, t'as plus tes petits droits de Canada. Tes petits droits de ton passeport canadien. Puis pas dans un sens que t'es plus canadien, mais dans un sens que t'es palestinien d'abord. Puis je vous explique, juste vous dire comment c'est tellement complexe aussi. Puis il y a tellement de niveaux de complexité. Puis ça pourrait prendre des heures, ce podcast, pour expliquer. Mais j'ai des amis en Cisjordanie qui habitent à Bethléem, exemple, qui est américain. Il a son passeport américain. Puis pour les Palestiniens, c'est une identité palestinienne parce que la Palestine n'est pas reconnue comme pays, là. Puis c'est pour ça aussi le mot conflit, tu sais. Conflit, ça voudrait dire que les deux ont des armées, les deux. Tu sais, on s'entend que la Palestine, ils n'ont pas d'armée, là. Ils sont sous l'emprise de l'occupation israélienne. Ils n'ont rien. Puis ils n'ont même pas de droits, ils n'ont pas des droits égaux. Fait que lui, exemple, il a son passeport américain, OK? Puis
puis il a son identité palestinienne, il n'a pas le droit d'atterrir à l'aéroport d'Israël. D'ailleurs, aucun Palestinien a le droit d'atterrir ou utiliser l'aéroport. Les Palestiniens n'ont pas d'infrastructure, ils n'ont pas d'aéroport. Puis ils n'ont pas le droit d'atterrir à Tel Aviv. Fait qu'ils ne peuvent pas voyager. Ils peuvent atterrir... Gaza, c'est fermé, encore une fois. La frontière est avec l'Égypte, mais c'est une frontière qui est fermée. Les Palestiniens de la Cisjordanie peuvent croiser par Amman, en Jordanie. Donc, ils peuvent croiser par la Jordanie et prendre l'avion de Amman. Mais on s'entend, c'est qui contrôle la frontière avec la Jordanie, c'est pas la Palestine. Fait que c'est très difficile pour eux de voyager. C'est très difficile pour eux de voyager. Puis quelqu'un qui ait même un passeport américain, ça, c'est contre tout droit international, parce que techniquement, il pourrait arriver en Israël et être américain. Il est américain. Mais non, avant tout, t'es palestinien. Fait qu'avant tout, t'as comme, non, toi, t'as moins de droits. Mais de façon générale, mis à part Gaza, n'importe qui peut y aller n'importe quand. C'est ouvert. Oui. Sauf que quand tu as des origines palestiniennes, t'es ciblé, t'es reconnu Exactement. très rapidement. Exactement. Et tu as des droits en moins. Exactement. Déjà, même toi, dans le fond, tu avais quand même des complications de plus que si nous deux, on y va, on n'aura pas. C'est ça, exactement. C'est pas des grosses complications parce que des fois, tu peux... pour expliquer un peu, mettons, Bethléem, toutes les villes en Cisjordanie ont des checkpoints qu'on appelle. Donc, c'est des points militaires où est-ce que pour rentrer, sortir de ces villes-là, le militaire te regarde. T'es qui? Tu fais quoi? Tu t'en vas où? Comme une genre de frontière, si tu veux. Puis c'est Israël qui ont... Puis des fois, ils peuvent décider de fermer la ville. Ils ferment Bethléem. Fait que personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Puis ça, c'est pourquoi... Est-ce que... Y a-t-il une raison quand ils font ça? Je te dirais, en général... Moyenne pression. Moyenne pression, en général, pour montrer c'est qui a le pouvoir, pour montrer... Depuis le 7 octobre, d'ailleurs, la plupart des villes dans Cisjordanie sont fermées, des fois une semaine à la fois. Jéricho, exemple. Puis souvent, Bethléem, Jéricho, c'est les villes un peu plus reconnues parce que, Jéricho, c'est le lieu de baptême de Jésus. Il y a comme une église importante. Tu sais, c'est comme, mettons, les gens qui vont faire des voyages plus pèlerinage style, qui veulent aller voir Bethléem, l'église de Nativité, exemple. C'est comme les villes, justement, qui sont les moins souvent affectées parce que tu as l'église catholique qui les protège. C'est l'industrie du tourisme qui rentre là-dedans. Exactement. Ils peuvent pas se permettre de tout fermer parce que là, il n'y aura plus de tourisme et ils vont perdre de l'argent. Mais là, je dirais déjà, il y a vraiment moins de tourisme. Là. Mais oui, ces villes-là, exemple, tu as un checkpoint. Fait que moi, comme personne palestinienne, tu sais, je veux dire, j'ai les yeux bleus. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de Palestiniens qui ont les yeux bleus, qui ont les cheveux pâles. Mon père a les yeux bleus, les cheveux pâles, tu sais. Souvent, c'est moins évident, par contre. Fait que, tu sais, quand je passais au checkpoint, des fois, ils font juste dire allô, puis je passe. Des fois, ils me demandent mon passeport. Là que c'est un problème s'ils voient mon nom de famille. Mais sinon, tu dis allô, I'll chill, tu t'en vas. Mais des fois, c'est beaucoup plus problématique. Fait que c'est comme un peu une game. Là. Tu sais jamais, genre, à quel point tu vas te faire arrêter, à quel point c'est chill. Puis est-ce que c'est déjà arrivé qu'ils veulent pas te laisser passer? Techniquement, ils n'ont pas le droit. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est d'autres styles de moyenne pression. Ou est-ce que il aurait le droit de ne pas me laisser rentrer dans le pays, par exemple? Mais il faudrait un motif, là? Non. OK. Non. Ils ont le droit de se dire non. Désolé, tu peux pas rentrer. Mais comme les États-Unis, d'ailleurs, ils font... Tu sais, c'est plus rare peut-être quand tu es Canadien que ça t'arrive, mais ils peuvent faire ça à n'importe quel moment. Là. Il y a des pays qui ont... Tu sais, je veux dire, même le Canada, des fois, ils vont à des touristes qui ont... Ouais. Mais non, ils ont le droit de ne donner aucun motif. Là. Okay. Ils ont le droit Israël peuvent décider que tu rentres pas, tu sais. Puis je connais plein de gens à qui c'est arrivé, là. Genre, je connais, dans le fond, un Palestinien canadien à qui, à un moment donné, il a essayé de passer la frontière, puis malgré son passeport canadien et passeport français, d'ailleurs, ils ont mis un gun sur la tête, puis ils ont dit non, tu passes pas. Ça peut être autant violent que ça, puis c'est pas une exagération, tu sais. Fait que c'est tout le temps très stressant, comme Palestinien, de passer la frontière, parce que tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Après les checkpoints, bon, en général, moi, j'ai jamais eu de gros problèmes. Une fois, ils m'ont arrêté, puis là, c'est ça, ils vont faire des genres de moyenne pression, là, ils ont fouillé l'auto, là, ils ont passé tout dans les détecteurs de métal, ils nous ont fait attendre 4 heures, ils nous ont interrogés. Tu sais, c'était rien de grave, mais c'est comme t'as perdu 4 heures à ta journée. Puis, tu sais, dans le fond, c'est des moyens de pression pour que tu fasses comme, hey, ça me tente plus de venir ici, là. Puis, je vous dirais, moi, la première fois, quand j'ai quitté en 2013, j'étais comme, plus jamais. Ah, ouais? Ouais. OK, t'avais pas eu une belle expérience? Ben, j'avais une tellement belle expérience, mais tout le trouble, en fait, c'est qu'en quittant aussi, ils ont une genre de frontière
où est-ce que tu te fais questionner, puis tu as une sécurité avant de pouvoir faire ton check-in. Puis là, ils m'ont fait un genre de fouille intense, parce que j'ai été mis à nu. Puis c'était vraiment, comme gênant, là. C'était pas... T'es pas à l'aise. Puis quand je suis partie dans l'avion, je pleurais. J'étais beaucoup plus jeune. Là. J'étais dans ma vingtaine, puis j'avais moins d'expérience de voyage. Puis c'était... c'est dégradant. Oui, c'était hyper dégradant. Exact. Avec ou sans motif, mais encore plus quand il n'y en a pas, on s'entend. C'est dégradant. Puis justement, ce genre de choses qu'ici, oui, ils ont totalement le droit, mais il faudrait des motifs plus raisonnables, disons. Oui, exact. Fait que, tu sais, je m'étais dit, je retourne jamais. Puis après, dans ma vie, est arrivé plein d'affaires que j'ai rencontré des gens qui faisaient du travail plus de trauma, des gens qui faisaient différents types de travail de trauma. C'est ça. Puis, ça a juste adonné que tu étais là 3 semaines avant le 7 octobre. Est-ce qu'il y avait déjà une tension là-bas qui se faisait ressentir? Oui, exactement. Dans le fond, depuis Netanyahou qui était rentré en novembre, il y avait eu des nouvelles lois qui étaient passées par rapport... écoute, je me souviens pas c'était quoi exactement, mais tous les dimanches, il y avait c'était tous les samedis, je pense. Les autoroutes étaient bloquées par les Israéliens même contre Netanyahou. Fait qu'il y avait... Puis il y a beaucoup de gens qui se disent que Netanyahou a instrumentalisé le 7 octobre pour justement avoir le soutien des Israéliens. Parce que les Israéliens étaient rendus contre lui parce qu'il était vraiment de droite, puis il venait enfreindre aux droits des Israéliens. Puis c'est quand même... Ça montre, là, c'est tellement deux réalités là-bas, parce que tu sais, t'es là, puis là, les gens sont là, ils manifestent tous les samedis pour les droits des Israéliens, pendant que les Palestiniens sont à côté depuis 76 ans puis qu'ils ont 0 droit. C'est fou, c'est plein de contrastes. C'est plein de contrastes, mais en même temps, ils étaient contre le gouvernement. Fait que depuis qu'ils étaient rentrés en pouvoir, on sentait vraiment la tension. Puis quand moi, j'étais là durant l'été, je veux dire, au checkpoint, tu sentais la tension. Des fois, ils fermaient aussi les villes. Comme ça, c'est tout le temps arrivé. Il y a eu dans les 76 ans des temps où il y avait hyper tension, des temps que c'était plus relax. Mais là, je me souviens, dans le fond, j'ai rencontré mon chum. J'étais allée, dans le fond, dans mon sabbatique. Bon, ce serait une histoire pour une autre fois, mais les 2 premiers mois, j'étais aux Philippines, puis je faisais mon cours d'instructrice de plongée. Puis là, finalement, tu sais, j'arrive en Palestine, puis c'était comme... Moi, j'étais comme Kumbaya, genre. Ouais, je m'en rappelle que, ben, parce que Chloé et moi, on l'a peut-être pas dit, mais on se connaît, là. Puis je me rappelle à ce moment-là, quand t'es arrivée, tu me dis que, wow, tu sais, le clash est vraiment. Fait que tu trouvais ça tough de t'adapter à la vibe quand t'es arrivée à ce moment-là, parce que c'est ça, t'étais sur une île déserte, magnifique aux Philippines un jour avant. Oui, puis je plongeais tous les jours. Tu sais, comme je vivais ma best life. Puis là, tu sais, Kumbaya. Puis là, j'arrive. Puis là, mais c'était vraiment bizarre parce que je suis arrivée le jour de l'anniversaire de l'indépendance d'Israël. Mais pour les Palestiniens, ce jour-là s'appelle le Nakba. Le Nakba, en arabe, ça veut dire la catastrophe. Pour nous, c'est notre catastrophe. Parce que c'est la journée qu'Israël est devenu un État où est-ce que les massacres ont commencé. Puis eux, ils célèbrent. Fait qu'il y a des feux d'artifice. Fait qu'imaginez, c'est comme si quelqu'un célébrait l'Holocauste, tu sais. Pendant que t'es encore à côté. Oui, t'es à côté, tu sais. Fait que c'est vraiment une journée hyper difficile pour les Palestiniens. Mais par coïncidence, je suis arrivée cette journée-là sans réaliser quand j'ai acheté mon billet. Fait qu'il y avait des drapeaux israéliens partout. C'était les fêtes dans la rue avec Israël. Puis moi, j'étais comme, oh my God. Puis là, tu sais, en plus, j'arrive dans ma famille. Mais tu savais que tu arrivais pour cette journée-là? Non, c'est ça. J'ai acheté mon billet sans réfléchir à la journée. Tu sais, je veux dire, j'ai quand même grandi ici, là. Fait que, tu sais, comme les journées marqueuses de l'histoire, des fois, tu sais, connais pas par cœur. Je les connais pas par cœur, ou, mettons, ça me frappe moins que, mettons, ici, on pense le 1er juillet à la fête du Canada. Genre, je sais pas, c'est comme une date que depuis t'es enfant, t'entends dans ta tête, là. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, je suis arrivée, puis c'était comme, qu'est-ce que je fais ici? Genre? Puis en plus, je veux dire, dans la culture arabe, pour ceux qui connaissent un peu, comme, c'est comme mes tantes là-bas, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu t'en vas? Qu'est-ce que tu veux manger? T'as pas assez mangé? Non. Tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, un peu parents poule, là. Ils sont vraiment par-dessus toi, mais c'est plein d'amour, mais c'est comme une intensité extra. Fait que, tu sais, la fille, tu sais, moi, j'arrive. Le jour et la nuit. Philippines, genre, best life. Personne ne pose aucune question. Ouais, c'est ça. Genre, je suis dans l'eau tous les jours, puis là j'arrive, puis c'est comme. C'est des comptes à rendre. C'est overwhelming, au fond. Oppressant, là. Hyper oppressant. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire aussi. Puis là, bon, j'ai raconté plein de trucs, mais, tu sais, je veux dire aussi, la Palestine, wow, tu sais, c'est magnifique. Je veux dire, c'est le désert, c'est des villes avec une histoire incroyable, des vieilles mosquées, des vieilles églises. Je veux dire, t'as l'église
je sais pas comment il l'appelle, de résurrection, mais dans le vieux Jérusalem qui est comme magnifique. Tu sais, t'as plein de lieux historiques. T'as la mer Méditerranée, t'as la mer Rouge. Tu sais, c'est vraiment un pays superbe qui vaut la peine, tu sais, puis ça me tente pas non plus de faire peur aux gens, aux auditeurs, comme... Ben là, c'est ça, c'est une question que je me pose, que j'osais pas peut-être nécessairement poser, dans le sens que, comme, actuellement, c'est pas ça la priorité, là, c'est pas de se poser la question, est-ce qu'on peut y aller, comme... Non, c'est sûr. pas là, la priorité, mais... Est-ce qu'on peut y aller? Mais, tu sais... Ouais. Mais c'est surtout aussi en tant que Palestinien. Il y a un Palestinien qui, comme toi, qui vient d'ici, mais qui n'est jamais allé. Tu leur conseillerais-tu? C'est ton avis, là. Tu sais, c'est sûr que, en fait, en ce moment, je travaille peut-être sur un projet, justement, d'aider les Palestiniens du diaspora à pouvoir retourner, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de famille là-bas. Tu sais, je commence, en fait, mon doctorat, puis ça va être sur le thème, justement, du trauma, de l'interruption de la terre pour les Palestiniens, puis un peu la guérison autour de ça, la guérison holistique qu'on peut venir faire. Mais, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de Palestiniens du diaspora, ils ne savent pas comment retourner, comme l'exemple du gars qui s'est fait mettre un fusil sur la tête. Bien, ce gars-là, il n'y a plus de famille là-bas, vraiment. Il ne savait pas comment y aller, mais il voulait y aller. Tu sais, il voulait aller voir sa famille, elle venait d'où, mais il ne savait pas comment. Puis moi, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir y aller parce qu'on a retrouvé de la famille qui habitait là-bas, dont Pascalou. Elle a rencontré, je pense, certains membres, mais on a retrouvé une famille qui habitait là-bas, qui était rendue maintenant à Toronto, mais qu'on ne savait pas, puis qu'on a retrouvé en 2013. Puis c'est de même que moi, j'ai pu y aller pour la première fois. Parce que c'est compliqué. Tu sais pas comment t'y prendre, qu'est-ce que tu couches pas à l'hôtel, là. Ouais, ben, genre, tu pourrais, en fait, tu sais, dans la partie qui est Israël, je veux dire, quand tu es en Israël, on dirait que tu es en Europe, là. Genre, tu sais, c'est pas... Je veux dire, Israël, ils ont rendu... Tu sais, beaucoup d'Israéliens venaient de l'Europe, là. Fait qu'ils ont rendu, mettons, un petit pays européen dans le Moyen-Orient, là. Puis c'est un peu comme une grosse critique qui sont jamais adaptés, dans le fond, dans la vie du Moyen-Orient. Mais ça, c'est pour une autre fois. Mais tu sais, il y a beaucoup de tu pourrais, mettons, dire... C'est moderne. En fait, il serait quasiment mieux d'arriver à Tel Aviv avec ton passeport canadien parce que des fois, ils ne savent pas non plus tous les noms, là. Bon, clairement, la plupart du temps, oui, là, mais bon, ça peut arriver que non. Mais tu peux arriver puis dire comme, je m'en vais visiter un ami israélien à Tel Aviv, exemple. Puis, tu t'arranges pour connaître quelqu'un. C'est quasiment mieux que de dire, je m'en vais en Cisjordanie. Parce que c'est là qu'eux, ils sont comme, quelqu'un qui va aller y voir. Fait qu'il faut que tu montes, au fond. C'est ça, quasiment. Puis là, c'est sûr que c'était un Canadien qui n'a pas, ou comme quelqu'un un Québécois, Montréalais, qui est plus intéressé, mettons, pour aller voir Bethléem. Tu sais, il y en a plein là, qui font ce genre de voyage-là. Mais même ça, dès que tu dis que tu t'en vas en Cisjordanie, pour eux, c'est comme red flag. Là. T'es mieux de pas le dire. T'es quasiment mieux de pas le dire parce que pour eux, ils sont comme, tu vas aller faire quoi? T'es-tu radical? T'es-tu surtout en ce moment? T'es-tu en train de vouloir aller aider les Palestiniens? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis je veux dire, récemment, encore une fois, il y a eu, ça s'est pas été super médiatisé, mais il y a une femme américaine qui était comme genre pro-palestinienne, qui était dans des manifs dans Cisjordanie, qui a été tirée par un sniper israélien direct devant tout le monde, là, en plein jour. Là. Puis après, ils vont dire, on s'est trompé. Mais tu sais, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de bruit. Puis elle est américaine, là, tu sais. Mais ça, encore une fois, il n'y a pas la grosse révolte. Tu n'en entends pas parler, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas le meilleur temps d'y aller. Ouais, c'est ça, clairement, comme je pense pas... tu sais, je recommanderais pas aux auditeurs. Pas pour tout de suite, t'étais plus là le 7 octobre, t'étais déjà partie? J'étais déjà partie, je suis partie 3 semaines avant. C'est fou, ça. Ouais. Imagine si t'avais été là. Ben, c'est quoi qui serait cette arrivé? journée-là? Je pense pas qu'il serait arrivé grand-chose parce que, tu sais, je veux dire, les premiers jours, c'était plus épeurant. Moi, tu sais, mon chum, il était là. Puis lui, c'était particulier parce qu'il sortait, il fait des conférences justement sur les droits des Palestiniens. Puis je travaille sur un projet avec lui en ce moment, en fait, qui je veux dire, en fait, ça vaut la peine d'être mentionné parce qu'il y a plein de Palestiniens et Israéliens qui veulent pas ça. Je veux dire, c'est pas qu'est-ce que la... Il y a plein aussi d'Israéliens. C'est pas les citoyens, là. C'est ça. Il y a plein d'Israéliens conscientisés. C'est pas tout le monde qui est radical. Mais c'est sûr que ceux qui sont plus conscientisés, il y en a beaucoup qui ont quitté parce qu'ils veulent pas être dans ce monde-là où est-ce qu'il y a un génocide qui se produit. Fait qu'il y a plein d'espaces communs joints où est-ce que lui, dans le fond, mon chum, il fait des conférences avec un collègue israélien sur justement le narratif, l'endoctrination. Ils racontent leur histoire personnelle de vie pour justement expliquer pourquoi aujourd'hui ils sont dans ces idéaux-là.
Puis, il quittait, dans le fond, pour des conférences en Allemagne. Une semaine après le 7 octobre. Puis pendant 3-4 jours, la frontière avec la Jordanie était fermée. Puis on ne savait pas s'il allait pouvoir quitter ou pas. Puis ça, c'était vraiment anxiogène au début pour lui puis pour moi, parce que je suis supposée le rejoindre en Europe. Mais c'est ça. Tu sais, le 7 octobre, il s'est passé des choses, mais après, il y a eu des mesures, tu sais, right away. Tu sais, les gens sont comme, oh my God, mais tu sais, je veux dire, si t'es dans Gaza, c'est une chose. Mais si t'étais pas dans Gaza, ça, comme, tu sais, oui, c'était épeurant parce que tu savais pas la riposte, qu'est-ce qu'elle allait être, si elle allait être aussi en Cisjordanie, qui est arrivée éventuellement, là, puis qui est en train de se passer en ce moment en Cisjordanie, qui sont en train de raser des villages et des communautés, puis de tuer plein de gens aussi. Puis ça passe un peu dans l'ombre parce qu'on voit plus qu'est-ce qui se passe à Gaza. Mais c'est ça. T'sais, ils ont juste, en fait, fermé les villes, mais ça qu'ils font, comme je t'ai dit plein de fois, dans l'année, c'était pas... Fait que mais c'était choquant, c'est sûr, parce que t'es comme un peu... Ça remet le sujet de l'inconnu. Oh my God, est-ce que telle affaire va arriver? Mais tu te sens pas en sécurité, peu importe t'es où, quand il se passe comme un événement comme peut-être plus important que, tu sais, on comprend que c'est toujours le cas. Tu te sens, tu sais, comme... Tu te sens jamais en sécurité, mais comme à ce moment-là, je pense que c'était encore plus. Ouais. Fait que, tu sais... Ouais. C'est ça. Ben c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est une incertitude, parce que tu sais pas... C'est comme si, tout d'un coup, tout peut se passer. Fait que oui, comme... Je pense que si j'avais été là, ben je pense que mon père, il dit souvent, à cause que moi, je suis une grande voyageuse, mon père, il dit souvent qu'il n'y a plus de cheveux à cause de moi. Je pense qu'il aurait perdu les seuls cheveux qui lui restent si j'avais été là-bas le 7 octobre. Mais tu sais, dans ma tête, je sais pas si je minimise ou pour avoir passé aussi, tu sais, souvent, les gens sont comme, ah, tel pays, c'est tellement dangereux. Mais quand tu as passé beaucoup de temps là-bas, tu connais aussi où aller, où pas aller, quoi faire, quoi pas faire. Tu sais, t'apprends un peu les normes, puis ça devient moins épeurant parce que, tu sais, si j'avais été là le 7 octobre, moi, dans ma tête, tu sais, oui, j'aurais été comme, oh my God, c'est tellement intense, mais j'aurais pas senti que je suis en train de me faire bombarder parce que j'aurais été probablement avec mon chum, j'aurais probablement été dans ma famille, dans des spots. Tu sais, oui, ça aurait été l'incertitude de qu'est-ce qui va arriver maintenant. OK? Puis ça, c'est un peu tout le temps pour les Palestiniens. Qu'est-ce qui va... What's next? Tu sais, c'est quoi la prochaine étape? Ils vont-tu complètement nous tuer? Oui, c'est ça. Au fond, aux nouvelles, c'est ça qu'ils rendent ça très spectaculaire, sensationnaliste, dramatique, puis ça l'est, mais c'est pas nécessairement exactement ce qui se passe sur place, au fond. Oui. Fait que, tu sais, je pense que ça aurait été correct, mais je pense que ça aurait été peut-être intense plus vu extérieurement, tu sais. Les gens auraient été comme, oh my God, tu vas survivre. Mais je pense que la question aurait été plus comme, bon, c'est quand j'aurais pu sortir du pays. Parce que finalement, 4 jours après, la frontière, elle a réouvert. Là, c'était comme, il y avait un maximum de gens qui pouvaient rentrer, sortir. Les délais auraient pu être plus longs. Les délais auraient été un peu plus longs, mais... Tu serais sorti normalement. Oui, je serais sortie. Puis surtout, tu sais, je pense avec ton petit passeport canadien, peut-être là, il aurait peut-être un peu plus servi à ce moment-là. Puis c'est pendant ton deuxième voyage que tu as rencontré ton chum. Oui, exact. Qui lui vient de là qu'il est toujours resté. Ben lui, je veux dire, maintenant, il est hyper international. En ce moment, il est en train de faire des conférences aux États-Unis, mais il a grandi là-bas. Tu sais, c'est particulier parce que des gens, j'ai beaucoup d'amis là-bas, tu sais, des fois, quand tu viens d'un pays où est-ce que tu n'as pas grandi, tu es comme, tu sais, ça aurait aussi pu être ma vie, tu sais. Quand tu vois la vie des autres, ça aurait pu être ma vie là-bas ou comme ça, tu sais. Je veux dire, des fois, la vie est tellement... Il y a eu une décision à un moment donné. Parce que, je veux dire, la moitié de la famille de mon grand-père, exemple, il y en a qui ont été aussi, qui ont été obligés de partir, mais il y en a qui sont re-rentrés à pied par la frontière du nord du Liban pour reprendre leur maison, tu sais. Puis il y en a qui sont restés au Liban. Puis il y en a qui sont partis, qui étaient en Jordanie, puis il y en a qui sont restés en Égypte. Mais tu sais, il y en a qui sont revenus. Puis ça aurait pu aussi être mon grand-père qui fait, ben moi aussi, je retourne, tu sais. Ouais. Puis là, tu serais née là-bas. Puis tu sais, peut-être je serais pas née là-bas parce que ma mère, elle aurait pas été dans... Ouais, c'est vrai. Ma mère est canadienne, mais bon, elle vient de Montréal, mais bon. On sait pas la vie. Je trouve ça particulier souvent de te projeter un peu comme ça. T'es comme, ça aurait pu être ma vie, tu sais. Ouais, j'avoue. Justement, est-ce que tu veux en parler de ton projet que tu as avec ton copain, puis comment est-ce qu'on peut continuer à s'informer? Parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, puis ton copain est activiste. Fait que comment est-ce qu'on peut vous suivre? Oui, bien en fait, en ce moment,
Puis, dans le fond, il y a mon copain, mais aussi son partner israélien qui font, en fait, des conférences. Puis, c'est vraiment sur... un peu, ça vient apporter un troisième narratif. Parce que, tu sais, je pense souvent les gens, surtout ici, on veut quand même, ou t'es pro-palestinien ou t'es pro-israélien. Tu sais, puis, en fait, tu sais, ça permet un troisième narratif, c'est comme, ben, est-ce qu'on peut juste être comme pro-humain? Ouais, c'est ça. Tu sais, pas prendre un parti. Ouais. En même temps, je pense que c'est important de dire que quand il y a une occupation puis un génocide, il faut quand même, tu sais, même si tu dis, OK, je suis pro-humain, ben, il faut quand même nommer qu'il y a quand même un génocide qui est en train de se passer, tu sais. Puis il y a quand même un peuple qui vit plus de discrimination que l'autre, tu sais. Puis c'est pas pour être plus pro-palestinien, mais c'est une réalité. Le projet, c'est justement, ils viennent expliquer leur narratif, ils viennent expliquer leur histoire personnelle. Moi, dans le projet, je les aide. On a plus comme, j'ai plus un peu le chapeau plus de trauma, puis on a plusieurs discussions avec mon apport là-dedans. Ça s'appelle Salt of the Earth org. Fait qu'en un mot, SALTOF THE. Ouais. IEARTHORG, mais je pense que ça va être le Salt of the Earth, fait que le sel de la terre. Le sel de la terre, oui, parce que c'est une expression en anglais, puis en arabe et en hébreu, c'est le même mot. Puis ça veut dire, c'est comme quelqu'un qui est rempli de gentillesse, de bonté. Puis c'est parti un peu de ça. Puis aussi, c'était pour se réapproprier le mot, parce que certains Juifs un peu plus radicaux utilisent ce mot pour dire comme on est les choisis de la terre. Fait que c'était un peu se réapproprier. Puis en fait, on fait des conférences un peu partout en ce moment. Aux États-Unis, éventuellement, on va venir au Canada aussi. On est en attente de visa pour mon chum. Parce que clairement, c'est pas facile quand t'es palestinien. Puis, ben, c'est vraiment beau parce que, bon, ils racontent leur histoire personnelle puis leur histoire de transformation personnelle, d'arrêter de penser qui est plus victime que l'autre, qui a plus souffert que l'autre, qui est plus en douleur que l'autre, puis d'aller regarder l'humanité là-dedans, puis on peut-tu arrêter de s'entretuer, puis parce que rajouter de la violence, puis ça aussi, je veux nommer, tu sais, rajouter de la violence dans l'eau, malgré, encore une fois, que c'est très injuste pour les Palestiniens, puis malgré qu'encore une fois, peut-être, il y aurait une marge de manœuvre peut-être plus acceptée parce que qu'est-ce qu'ils vivent depuis 76 ans, c'est terrible. C'est pas avec de la violence que rien va se résoudre. Parce que tu fais juste, quand tu rajoutes de la violence, tu fais juste rajouter plus de violence, puis ça fait juste escalader. Ouais, puis des gens blessés blessent à leur tour. Exact. Puis... Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller faire le travail de trauma, au fond, d'aller se soigner comme heal. Exactement. Parce que si tu continues à être blessé, tu continues à blesser, au fond. Exactement. Puis c'est comme ça qu'eux, ils se sont rencontrés dans justement des programmes de transformation, parce qu'ils ont fait beaucoup de travail de trauma personnel, parce qu'ils ont vécu leur lot de trauma, parce que, comme j'ai dit, les Israéliens sont obligés d'être dans l'armée. Puis lui, il a fait une transformation, Rotem, qui s'appelle Extrême. Mon chum Osama, lui aussi, a fait une transformation personnelle parce qu'il a été emprisonné 2 fois comme enfant. Toute sa vie, il s'est fait... battu par l'armée. Il est arrivé plein de péripéties. Fait qu'il raconte son histoire, puis il raconte comment il avait choisi la violence comme moyen de... Puis aussi l'armée, puis comment les deux, en fait, ils ont fait comme... Ça fonctionne pas, genre. C'est pas ça que... Puis ils sont retrouvés sur comme ce chemin commun où est-ce qu'ils travaillent ensemble, justement, pour parler de libération collective. Sensibiliser les gens, mais est-ce qu'en s'exposant comme ça, il se met pas en danger? Là-bas? Oui. En fait, la première fois qu'il est parti après le 7 octobre, ils ont commencé, ça faisait juste 2 semaines de conférence en Allemagne. Finalement, la demande était tellement grande qu'ils sont restés 5 mois. Puis quand il est rentré en Palestine, il avait très peur d'être emprisonné. Comme très, qui a su qu'il faisait des conférences puis pendant 5 mois. Des fois, c'est tellement aléatoire. Comme, autant que c'est comme les agents secrets les plus sophistiqués avec les États-Unis, là, l'Israël, mais des fois, c'est comme quand les systèmes, des fois, ils se parlent pas, puis tu tombes sur quelqu'un qui n'a aucune idée t'es qui, puis tu tombes sur quelqu'un que tu sais pas. Que... Fait que, il a été chanceux, puis il n'a pas été emprisonné, mais oui, c'était clairement... j'ai une autre amie... c'est risqué, au fond. C'est risqué. Mais il décide de prendre ce risque-là, parce que pour lui, en ce moment, rester chez eux puis rien faire avec ce qui se passe, il a besoin d'aller comme un peu comme qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Comme pour moi, de rester chez nous à rien faire en ce moment, j'ai besoin de sentir que je fais quelque chose parce que c'est tellement dégueu qu'est-ce qui se passe. Fait que, comme, tu peux pas juste rester chez vous. Ouais, parce que sinon, tu te sens impuissant, puis c'est comme, c'est un feeling qui est vraiment pas...
Exactement. agréable. Là, Ouais. je pense que tu préfères prendre un risque, mais comme te sentir empowered, tu sais, comme Exactement. faire quelque chose. Là. Oui, totalement. Ouais. OK, fait que Salt of the Earth, sur Org. Insta aussi? ORG. Ouais, point... Non, pas point, juste en un mot, Salt of the Earth org, ouais. Ah, OK, Ouais, OK, sur je Insta, comprends. Sur ouais. Insta, OK. Ouais, c'est parce que le mot Salt of the Earth était déjà utilisé. Je comprends. C'est un mot quand même commun, là. Fait que org, ouais. Fait OK. qu'il y a comme plein d'informations justement sur leur conférence. Là, ils sont en Californie depuis 3 semaines, puis ils ont des événements tous les soirs. Je m'en vais les rejoindre bientôt là-bas. Puis après, on va être dans le coin de New York, Boston, jusqu'à temps qu'on puisse venir faire les conférences au Canada aussi, là, à Montréal, etc. Ben, quand vous serez ici, peut-être qu'on pourra justement tenir notre communauté au courant là, de vos Ouais. conférences, puis inviter les gens à aller vous rencontrer puis vous écouter là-bas. Merci. Puis on va mettre les liens dans la description de l'épisode là, pour l'Insta, puis s'il y a un site web, en tout cas, on va tout mettre ça là. Parfait. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour terminer? Non, tu sais, je pense que tu sais, c'est sûr que c'est complexe. C'est sûr que des fois, d'être ici, t'es comme, oh my God, genre, j'ai vraiment besoin de savoir ça. Puis peut-être oui ou peut-être non, mais moi, je pense que, tu sais, on est tous liés, l'humanité, comme, fait que, tu sais, quand nos frères et sœurs, ils souffrent dans un autre pays, comme, c'est sûr que c'est pas le fun. Puis je pense que, tu sais, plus tu t'informes, plus tu peux aider à informer, puis plus tu peux aider à ta façon peut-être à passer le mot, puis essayer que ces genres d'horreurs-là, ils arrêtent le plus rapidement possible. Oui, ben, je suis d'accord. Je pense que c'est s'informer, puis d'en parler, puis de se sensibiliser. Exactement. Puis, tu sais, je veux dire, je peux comprendre si c'est pas ta réalité que tu veux être tout le temps là-dedans, parce que c'est triste, puis c'est lourd. Mais c'est ça. Il y a aussi beaucoup de voyageurs, qu'ils soient palestiniens ou non, qui pourraient être intéressés. On le dit, c'est peut-être pas le meilleur timing, mais quelqu'un qui veut y aller pour X ou Y raison, il sait que c'est possible. Il faut juste bien s'informer, faire ses recherches avant. Exactement. Ouais. Ouais. Ben merci, Chloé, pour ton partage. Sérieux, c'était super complet, c'était super informatif. T'as couvert énormément en 1 heure. Fait que merci. Tu sais, puis je pense que c'est pas facile pour toi d'en parler. Là, fait que merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Ouais. Égal, oui. Puis on invite encore les gens qui voudraient avoir plus d'informations à vous suivre. Puis à la recherche de l'information, il en manque pas. Ouais. Fait que, ben c'est la fin déjà. T'as-tu quelque chose à rajouter, toi, Charlie? Soyez là dans 2 semaines. Ouais, on se voit dans 2 semaines. Bye! Ciao! Va-t'en pas, parce qu'on s'en va faire l'escale avec Chloé. Fait que rejoins-nous tout de suite dans Patreon pour le segment exclusif où Chloé va nous partager son expérience où elle a participé à une cérémonie en contexte palestinien. Donc, elle s'en va nous livrer cette expérience-là très particulière, très significative. Donc, rejoignez-nous tout de suite sur Patreon. Le lien est, comme d'habitude, dans la description de l'épisode. Donc, on se dit à tout de suite.